Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine. Un podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux en sciences sociales sur les Amériques. Des provinces argentines à Jamestown en Virginie, c'est une nouvelle longue route qu'emprunte la Panaméricaine aujourd'hui. En effet, nos invités vont détricoter les enjeux soulevés par la naissance des États contemporains, aborder les contextes sociaux et politiques des deux sociétés en question, mais aussi nous informer sur la prégnance des enjeux mémoriels. Elle sera l'occasion de revenir sur la thématique des origines et du discours porté sur celle-ci. Geneviève Verdeau est professeure d'histoire de l'Amérique latine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice du laboratoire Monde américain. Elle vient de publier chez Flammarion un livre intitulé « Des peuples en mal d'union aux origines de l'Argentine ». Virginie Adan est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Nantes. Elle est l'autrice aux Presses universitaires de France de 1619, l'autre naissance des États-Unis. Bonjour Virginie, bonjour Geneviève et bienvenue sur la Panaméricaine. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Avec Antoine, on est vraiment très content de vous recevoir, parler de vos ouvrages respectifs. Mais justement, avant de les aborder, on voudrait vous poser la rituelle et première question de la Panaméricaine, à savoir comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ces sujets, tout en précisant quelles ont été vos influences intellectuelles. Alors, bonjour déjà, merci beaucoup à tous les deux de nous recevoir aujourd'hui. Et puis, je suis ravie de faire cette émission avec Geneviève aussi. Donc, Virginie Adan. Donc je suis historienne de l'Amérique du Nord. Je dirais pas historienne des États-Unis puisque je travaille sur la période dite coloniale, donc c'est-à-dire qui précède l'indépendance des États-Unis. Alors pour parler de mon parcours et de ce qui fait que j'ai voulu faire de l'histoire américaine, alors pour revenir à la jeunesse de ça, j'ai réfléchi à cette question parce que vous me l'aviez envoyée en amont, j'ai du mal à y répondre, mais en général je m'enferme toujours dans un truc un petit peu cliché, mais qui je pense est pas complètement faux. Je pense que c'est lié aux premières lectures qu'on a quand on est enfant, qui vont un petit peu façonner peut-être un univers mental, un imaginaire. Et bon, les deux tout premiers romans que j'ai lus, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott et Huckleberry Finn de Mark Twain. Donc je sais pas si c'est lié, mais ça doit l'être quand même un petit peu. Et donc ensuite, d'un point de vue purement académique, ensuite j'étais à l'ENS de Lyon en histoire. Déjà à l'époque, j'avais hésité quand j'étais en prépa entre faire une spécialité histoire et une spécialité anglais parce que j'étais attirée vers les mondes anglophones, vraiment. Et donc j'avais fait une maîtrise déjà en histoire américaine avec Jacques Porte à l'université Paris 8 qui portait sur la circulation d'une exposition / tableau vivant de population autochtone en France, donc la galerie indienne de George Catlin à Paris. Donc voilà, ça c'était ma première incursion dans l'histoire américaine, mais c'était l'histoire contemporaine 19e siècle, avec une approche par des archives françaises et par un terrain français, parce que j'avais pas les financements pour aller aux États-Unis, donc c'était un petit peu frustrant à l'époque, et parce que ce qui m'intéressait vraiment c'était l'histoire vraiment nord-américaine. Donc ensuite c'est à partir de 2005, après donc avoir eu l'agrégation d'histoire, que je suis allée au Centre d'études nord-américaines où j'ai renconté celui qui est devenu mon directeur de thèse, François Veil, à qui j'ai dit fièrement je veux faire de l'histoire coloniale. Et il m'a dit et encore. Et je lui ai dit j'en sais pas plus en fait. Donc il s'est dit ok, on va peut-être faire quelques petites lectures un petit peu dans l'été, on va essayer de se former un petit peu. Donc en fait voilà, un grand classique, il m'a donné à dépouiller des revues spécialisées, donc notamment la William and Mary Quarterly, l'American Historical Review et des choses comme ça, puis des ouvrages généraux pour me donner un petit peu du cadre général. Et quelque chose qui m'a frappé quand je le retrouve 2 mois plus tard après l'été, c'est il y a pas beaucoup d'ouvrages sur New York. Je me l'explique assez peu parce que pour moi New York c'est quand même une ville qui est un petit peu là aussi omniprésente dans nos imaginaires, et donc sa réponse a été de me dire déjà New York c'était une colonie néerlandaise, donc les archives sont en partie en néerlandais, mais pas que en plus, donc c'est quelque chose qui est moins traité aux États-Unis puisque la plupart des chercheurs et des chercheuses aux États-Unis sont monolingues. Et donc moi j'ai fait de l'allemand au lycée, je vais me lancer dans le néerlandais, et puis en plus d'autant plus ce terrain m'intéressait pas que parce que New York est connu, mais vraiment parce que il y avait un profil colonial que je trouvais assez fascinant sur le côté la grande diversité du peuplement européen déjà. Enfin voilà, c'est une société qui a été une colonisation qui a été pilotée par les Provinces-Unies où vont migrer des migrants de toutes origines, des francophones, des germanophones, des
néerlandophones, des anglophones, etc. Donc ça, c'était ma première approche, qui était très européenne, hein, on comprend, qui était très eurocentrée. Et rapidement aussi, quelque chose qui m'a frappé, c'est que c'est une colonie qui connaît un changement de souveraineté, hein, qui passe de souveraineté néerlandaise à une souveraineté anglaise. Ça pose la question du changement en droit, est-ce que ça va affecter les rapports sociaux? Et donc ça m'a orientée vers cette réflexion-là, que j'ai abordée au prisme donc des femmes, dans un premier temps, puis ensuite, quand on travaille sur les femmes en 2005, 2006, etc., on se dit, c'est peut-être pas suffisant de travailler juste sur les femmes, est-ce qu'on travaillerait pas plutôt sur des rapports de pouvoir? Et si on travaille sur les rapports de pouvoir, peut-être le genre, ça peut être intéressant. Et peut-être si on travaille sur le genre, on va peut-être se limiter aux populations européennes. Et donc ça m'a conduite vers donc le travail que j'ai fait sur New York. Mais donc le livre qui nous occupe aujourd'hui ne porte pas là-dessus, puisqu'il porte sur 1619 dans l'histoire des États-Unis aujourd'hui. Mais ça, c'est un projet qui est venu après, en réalité, mais qui quelque part est un petit peu lié à cette formation d'une certaine manière, puisque quand j'ai travaillé sur d'abord les femmes en Nouvelle-Néerlande puis à New York, j'étais frappée par le fait qu'on était enfermé dans des récits qui étaient un peu omniprésents, même quand on essayait d'avoir une approche critique d'historienne, parce que beaucoup de ces archives sur lesquelles j'ai travaillé ont été notamment éditées au 19e siècle, et elles ont été produites en partie au 19e siècle, et le récit tel qu'il a été produit au 19e siècle était un peu omniprésent et façonné, orienté le regard. Et c'est quelque chose qui m'a posé un énorme problème de méthode. Et je me rappelle là aussi avoir échangé là-dessus avec mon directeur de thèse qui m'a dit, en fait, ce qu'il faut que vous commenciez par faire, c'est faire une histoire du 19e siècle, une histoire intellectuelle de la production de ce savoir au 19e siècle. Et quelque part, je me rends compte, c'est un peu la méthode que j'ai eue quand on m'a contacté pour travailler sur 1619, c'est travailler à la fois sur ce qui se passe en 1619, mais aussi sur la production d'un savoir sur 1619. Merci beaucoup. Et toi, Geneviève? Donc Alors, on n'est pas en Amérique du Nord, on est en Amérique du Sud et en Argentine. On est en Argentine. Moi, j'ai quelques années de plus que Virginie, donc si je raconte tout, ça va être très long. Alors, je ne vais pas tout raconter. Simplement préciser pourquoi j'en suis venue à l'Amérique du Sud, à l'Argentine. Bon, moi, j'ai eu une enfance itinérante pour des raisons familiales, et je m'étais baladée dans plusieurs continents, mais jamais en Amérique, et donc je nourrissais un imaginaire très fort depuis l'enfance, vraiment sur l'Amérique. Et là-dessus, alors, j'arrive à la Sorbonne, fin des années 80, on va dire. Les archives soviétiques étaient en train de s'ouvrir. Moi, je parlais russe et j'avais vécu en Russie, donc tous mes profs à la Sorbonne n'attendaient qu'une chose, c'est que je me spécialise sur l'histoire. Alors, on disait pas encore la Russie à l'époque, on disait encore l'URSS, mais moi je voulais pas. Je voulais pas parce qu'il retournait, ça ne me disait rien. Et donc j'ai contacté à ce moment-là François-Xavier Guéra. En fait, moi, mon idée, c'était de travailler sur les pieds noirs qui avaient immigré en Amérique du Sud. En Amérique en général, et en particulier en Amérique du Sud. Voilà, parce que je réglais un certain nombre d'histoires familiales, comme on fait souvent dans une première année de recherche. Et Guéra, lui aussi, m'a dit, mais quand même, les archives soviétiques. J'ai dit, non, mais arrêtez avec les archives soviétiques, moi, je veux vraiment travailler sur l'Amérique du Sud. Et voilà, et je l'avais choisi lui, parce que je ne voulais ni d'un spécialiste de la décolonisation, ni, je voulais pas toucher à la guerre, enfin, j'avais un certain nombre de préventions. Et lui m'a donné carte blanche. Et en plus, ça a été une rencontre humaine extraordinaire. C'est devenu mon directeur par la suite. Enfin, ça a été une rencontre intellectuelle et humaine telle qu'ensuite, il a plus été question pour moi d'aller chercher ailleurs. Donc, j'ai fait cette première année de recherche, qui était l'histoire orale, en fait. Je me suis régalée. J'ai découvert un pays, l'Argentine. Et puis, quand je suis revenue, à l'issue de ma soutenance, Guéra m'a dit, bon, alors en fait, ce qui vous intéresse, c'est les histoires d'indépendance. J'ai dit oui, on pourrait dire ça. Bon, très bien. Voulez-vous travailler sur l'indépendance de l'Argentine? Donc il a fait un saut dans le temps. Et j'ai dit oui sans du tout savoir dans quoi je mettais les pieds. Voilà, donc j'ai fait un DEA sur la période, sur l'ensemble de l'Amérique espagnole, sur la question de l'identité américaine. Et puis ensuite, je me suis respécialisée sur le Rio de la Plata et j'ai fait une thèse dont je dois le sujet, je tiens à le dire, je l'ai dit dans plusieurs occasions, mais je le redis, dont je dois l'idée originale à Pilar González, qui elle venait de soutenir sa thèse avec François-Xavier Guéra et qui m'a dit, en fait, tout le monde travaille sur Buenos Aires en Argentine, ça serait pas mal d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai complètement pris au mot. J'ai pris l'avion, puis le bus, j'ai fait des milliers de kilomètres et je suis allée chercher dans les différentes cités de l'intérieur, enfin les différentes provinces, des archives pour, au départ, alimenter une enquête qui était sur la représentation politique. On est en plein tournant de l'histoire politique, ça c'est important, je vais pas le développer, mais on était c'était le boom de l'histoire politique à l'époque, alors avec des influences telles que celles de Furet, à la Sorbonne, c'était juste après aussi le bicentenaire de la Révolution, donc il y avait vraiment
un espèce de tournant épistémique important à l'époque dans lequel s'inscrivait François-Xavier Guérat. Donc voilà, moi j'enquêtais là-dessus. Pour ce qui est de l'Amérique latine, le champ de recherche le plus développé à l'époque, c'était sur les élections, et je me suis inscrite là-dedans. Et donc j'ai été chercher dans les archives provinciales des éléments sur la représentation politique. Et puis en fait, cette thèse s'est étoffée autour du rapport entre ces fameuses provinces ou cités de l'intérieur et Buenos Aires pendant le processus révolutionnaire. Ce qui a donné lieu à une thèse que j'ai soutenue en 98, donc ça ne nous rajeunit pas. L'ouvrage qui en est sorti a été publié en 2006. Et puis après, j'ai cherché un autre chantier. Bon, entre-temps, il faut le dire aussi, François-Xavier Guérat est décédé, ce qui a été, pour nous tous, quelque chose de douloureux, et intellectuellement, moi j'ai eu beaucoup de mal à rebondir en fait. Je me suis retrouvée un peu... voilà. À l'époque, j'ai été travailler aussi avec Pierre Rosanvallon au Collège de France. Lui aussi a eu une influence intellectuelle très très importante pour moi. J'ai même pensé un temps complètement changer, faire de l'histoire très contemporaine, de la théorie politique plus à la Rosanvallon. Et puis finalement, après mûre réflexion, je suis revenue à mes premières amours, et en fait j'étais obsédée par cette histoire qui pour moi était inachevée. J'avais terminé la thèse en 1820, c'est-à-dire au moment où Buenos Aires, après avoir dirigé le processus révolutionnaire, voit sa direction politique rejetée par les autres provinces. Donc c'est comme le jeu des sucres empilés qui s'écroulent, là, c'est exactement ça. Et moi je voulais savoir ce qui se passait après. Et en même temps je me disais, tu vas pas ouvrir un nouveau chantier qui serait la suite du premier, c'est ridicule. Donc j'ai cherché, puis finalement, non, j'ai assumé. Et j'ai finalement vraiment travaillé ce chantier dans les années 2010, voilà, ce qui a donné lieu à la soutenance, à l'écriture de l'inédit et à la soutenance de l'habilitation en 2018, dont cet ouvrage est issu. Ça a pris quelques années, mais enfin c'est assez classique. Vous avez déjà commencé à y répondre, mais est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu plus précisément vos influences intellectuelles de l'époque ? Oui, alors en fait, moi, je sais pas si c'est spécifiquement des livres en soi qui m'ont marqué, mais en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma thèse, donc comme je le disais tout à l'heure, il y avait une omniprésence d'un discours qui était très orienté vers les origines néerlandaises de New York, avec une historiographie qui était axée sur cet héritage néerlandais, notamment, très beau livre de Jaap Jacobs sur la formation d'une colonie néerlandaise. Donc c'était une historiographie qui était très importante à cette époque-là. Mais en même temps, c'est vrai que le moment où je fais ma thèse, c'est aussi le moment d'une ouverture. Alors déjà, on était en plein dans ce moment de l'histoire atlantique, et aussi les débuts du tournant global aussi, avec un appel à une histoire plus connectée. Je pense notamment à Sanjay Subrahmanyam, mais pas que. Et c'est vrai que dans le cadre de l'histoire coloniale nord-américaine, on a ça qui était extrêmement présent. Donc par exemple, typiquement pour l'historiographie sur New York, il y a tout un tas de publications vers ce même moment qui mettent en avant cette dimension connectée. Hein. Je pense notamment aux historiographies qui mettent en avant l'importance de l'esclavage dans la formation de la société coloniale. Alors des fois c'est des publications très récentes, hein. Je pense notamment à Andrea Mosterman sur un livre qui s'appelle Spaces of Enslavement. De plus en plus il y a un appel à essayer d'avoir, encore une fois, pas forcément par des publications en tant que telles, mais par des groupes de travail. Je pense notamment l'Union Netherlands Institute a monté tout un groupe de travail sur l'Atlantique néerlandais dans un premier temps, donc il y avait un petit peu un pied de nez, puisque ça dialoguait avec une historiographie qui contestait l'existence d'un Atlantique néerlandais. Il y a eu aussi tout ce courant qui s'appelle Vasterly America dans l'historiographie nord-américaine, portée par l'Omohundro Institute, qui visait à avoir un regard continental en fait sur l'histoire coloniale, donc un regard continental ou hémisphérique en quelque sorte, qui prennent en compte les populations asservies, les populations autochtones, parfois avec certaines critiques qui sont légitimes, hein, puisque parfois c'est un peu au détriment de la prise en compte du prisme impérial et de l'Europe, mais donc forcément ça a invité un peu à une conversion du regard qui parfois a pu être discutable, mais qui invitait vraiment à dialoguer avec les archives telles qu'elles ont pu exister. Et puis pour 1619, il y a tout un courant sur la mémoire comme objet d'histoire sur lequel on pourrait revenir, mais je vais plutôt laisser la parole à Geneviève. Alors, j'ai cité François-Xavier Guérat, mais il n'était pas seul.
Et il faut rappeler les travaux de 2 historiens qui ont été vraiment très très importants pour mon propre travail de thèse. C'est d'abord celui de José Carlos Queiramonte, grand historien argentin, qui est celui qui a commencé à déconstruire le mythe de la nation préexistante et qui a proposé le concept d'États provinciaux. Moi, ce que j'ai remis en cause dans mon travail, c'est le fait que ce soit des États ou qu'on les appelle des États, mais je m'inscris tout à fait dans la ligne de recherche qu'il a ouverte. Tu parles de république provinciale. Moi, je parle de république provinciale, oui. Bon, parce que précisément, ce ne sont pas des États, enfin au sens où on l'entend, disons, dans le droit positif. Et l'autre historien qui m'a beaucoup inspiré et avec lequel François-Xavier Guérin avait publié, et avec José Carlos Queiramonte, un ouvrage important qui s'appelle Des empires aux nations, c'est Antonio Anino. Parce qu'Antonio Anino, dans ces mêmes années, où je commence ma thèse, disons, au début des années 90, lui dit il y a pas une révolution, il y a 2 processus révolutionnaires qui se superposent. Celui effectivement des circonscriptions impériales par rapport à l'Espagne et celui des pueblos par rapport aux capitales. Et ça, c'est un texte qui s'appelle Soberanía en lucha, souveraineté en lutte, qui n'a cessé de m'inspirer, qui m'inspire encore maintenant sur tous ces travaux sur le pouvoir local. Donc ça, je voulais vraiment rendre à César ce qui était à César. Alors après, mon positionnement historiographique et celui de ma génération, donc j'ai cité cet ouvrage séminal des empires aux nations, ça a été précisément la remise en cause de ce passage automatique de l'empire à la formation des nations. D'abord, on a complètement changé l'ouverture chronologique, on est remonté bien avant le XVIIIe siècle, on a été plus loin aussi dans le XIXe. Il y a eu tout l'apport des historiens du droit qui était absolument fondamental, qui nous ont permis de repenser toutes les catégories à l'œuvre, et en particulier la nature du pouvoir qui s'exerce. Il y a eu aussi évidemment l'histoire atlantique et globale qui a permis de mettre l'accent plutôt sur les circulations, les échanges d'idées, comment les grands principes en fait finalement du libéralisme circulent et comment il y a une construction vernaculaire, en fait hispano-américaine, ou en tout cas une appropriation de ce répertoire. Alors libéral, il faut le dire vite, parce qu'il y a le répertoire libéral, il y a aussi un répertoire illibéral qui se développe à ce moment-là, mais qui est aussi un élément de la modernité politique. Donc voilà, quels sont les auteurs que je voulais citer, sans oublier quand même celui qui est le pape de l'histoire argentine, Tulio Alperín-Dongui, à qui je dois sans doute d'avoir travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'une histoire très, très attentive aux réalités locales, très attentive au mélange entre histoire sociale, histoire politique, etc. Bon, de toute façon, lui, il est indépassable. En Argentine, on dit... quelle que soit ta proposition, Tullio l'a déjà dit. Voilà. Moi, je rajouterais juste un dernier petit truc, allez, quand même, parce que je t'écoutais parler du droit, et moi aussi, dans mes influences, je citerai quand même aussi beaucoup travail aussi de Tamar Herzog sur rendre la justice à Quito à l'époque, qui m'avait beaucoup marqué, puisqu'on parle d'ouvrages qui nous ont marqué, et notamment le rapport, donc voilà, à une histoire sociale du droit, et c'est vrai que ça c'est quelque part, ça m'a fourni des outils intellectuels ou des outils méthodologiques pour penser une partie de mes archives, puisque j'ai beaucoup travaillé sur archives judiciaires moi-même dans mes travaux de thèse, donc voilà, ça peut être aussi quelque chose à citer. Alors pour continuer, tout d'abord, je vais essayer de revenir déjà sur la thématique un peu qui vous réunit. La thématique qui vous réunit, donc à partir en fait des livres aussi que vous avez publiés, c'est la thématique des origines. On va pouvoir en reparler sur la signification de ce terme. Tout d'abord, je voulais dire aussi que, Virginie, toi, tu as une actualité éditoriale assez importante, puisque tu publies pas moins de 3 livres en l'espace de moins d'1 an. Notamment le livre tiré de ta thèse, donc tu as parlé un peu aux origines de New York, justement sur cette société coloniale néerlandaise au départ, de la Nouvelle-Néerlande qui est devenue, sur l'île de Manhattan, je crois, mais tu pourras en parler, qui est devenu New York. Puis 2 autres livres, donc un livre chez Perrin, des femmes en Amérique, et un autre livre, dont on va parler aussi un peu plus, dans la nouvelle collection au PUF sur une année dans l'histoire, dirigée par Florian Louis. Donc c'est un livre sur l'année 1619. Un livre qui est intitulé L'autre naissance des États-Unis. Donc voilà, c'est question des origines et de naissance des nations, qui fait le point commun aussi avec Geneviève. Toi, Geneviève, donc ce livre justement tiré de ton HDR, des peuples en mal d'union, mais dont le sous-titre est aux origines de l'Argentine. Donc on a à la fois la question des origines, la question des naissances des nations, à la fois les États-Unis et l'Argentine. D'abord, quel est votre point de vue par rapport à ces terminologies, et comment ça a influencé aussi votre façon d'écrire l'histoire
Geneviève, comment tu abordes cette question de faire l'origine de l'Argentine dans son travail? Alors, je tiens à dire solennellement que c'est l'éditeur qui m'a imposé ce titre et que moi, je n'en voulais pas. Parce que mon projet n'a jamais été d'écrire une histoire des origines de l'Argentine. Au contraire. Et je pense que le point commun, enfin, pour ce que j'ai lu de ton ouvrage, c'est ça, c'est que Virginie et moi, on s'inscrit plutôt dans la déconstruction d'un mythe des origines. Exactement. Alors moi, tout mon travail, en fait, est structuré précisément par l'idée que l'Argentine n'existe pas à la période que j'étudie, et que ce processus que j'étudie aurait logiquement d'ailleurs, dû déboucher sur la constitution non pas d'un pays, mais de 14 pays, qui auraient eu chacun à peu près la taille de l'Uruguay actuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais l'histoire de provinces, qui sont des circonscriptions impériales, qui à un moment donné s'érigent en entités souveraines. Il se trouve que par un certain nombre d'étapes qui seraient trop difficiles à rappeler dans le détail, ces provinces essaient de s'unir, et c'est les pactes qu'elles nouent entre elles qui vont petit à petit donner forme à cette entité qui devient en 1853 la République argentine. Encore que, parce que Buenos Aires s'empresse de faire sécession, etc., etc., donc c'est même une histoire qui dure au-delà de 1853. Donc s'il fallait réfléchir en termes de naissance des nations, il y a au moins 3 dates à proposer, et peut-être même plus. 1816, l'indépendance, des provinces unies du Rio de la Plata, tu vois, on en revient à cette histoire de provinces unies. 1853, peut-être qu'on pourrait dire aussi 1831, encore que c'est une date que j'aime pas beaucoup, naissance de la Confédération argentine. 1853, constitution de la République fédérale argentine. Et puis, 1861, le moment où Buenos Aires rejoint cet ensemble, cette confédération, parce qu'entre-temps elle avait fait cession. Et puis 1880, fin des querelles entre les différentes provinces. Donc c'est un processus qui est extrêmement difficile d'une part à sceller dans le marbre en termes de date. De fait, la fête nationale en Argentine, c'est aucune de ces dates-là, c'est le 25 mai 1810, c'est-à-dire le début du processus de révolte par rapport à la couronne espagnole. Donc voilà, un récit beaucoup plus complexe que ce récit téléologique des origines. Je me lance pas plus peut-être tout de suite dans l'historiographie, mais évidemment, et c'est là aussi où je vois un point commun avec ton travail, c'est la déconstruction d'un récit élaboré au XIXe siècle, en fait, qui est en jeu ici. Voilà. J'en parle peut-être après. Je peux prolonger, effectivement, puisque c'est exactement de ça qu'il est question. Alors, je précise, effectivement, j'ai 3 livres qui ont été publiés en moins de 6 mois, donc c'est toujours... Alors ça fait une actualité, c'est grisant et c'est très chouette d'avoir tous ces ouvrages enfin entre les mains, qui n'ont pas du tout été écrits au même moment, qui n'ont pas fait l'objet du même type de travail. Hein. Il y en a un qui est effectivement dérivé de ma thèse, que j'avais envoyé à l'éditeur il y a des années, et qui est paru il y a 6 mois, et qui a ce titre « Aux origines de New York, femmes et hommes dans la formation d'une société coloniale ». Pareil, alors c'est pas l'éditeur qui me l'a imposé, mais l'éditeur m'a demandé qu'il y ait New York dans le titre, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est un terme d'appel un petit peu, hein, ça va faire, ça va attirer le regard. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde tous ces titres, c'est souvent fruit d'un dialogue, d'une négociation avec un éditeur, une éditrice qui veut vendre un produit. Et ensuite nos préoccupations scientifiques. Bon, alors c'est exactement pareil pour moi en fait. Je ne voudrais pas dire que l'éditeur m'a imposé. Il voulait qu'il y ait le mot Argentine pour des raisons commerciales. Et exactement. Donc, voilà, le titre aux origines de l'Argentine. Et tout comme moi, le livre dont on va pas parler aujourd'hui, mais que j'ai publié chez Perrin, qui s'appelle Des femmes en Amérique. Bon, alors je me protège de pas me faire frapper parce qu'il y a écrit Amérique dans le titre, alors que je ne parle que des États-Unis. Mais là aussi, c'est un mot clé qu'il fallait qu'il y ait dans le titre. Alors que moi, à un moment, j'avais commencé à dire, ça me gêne un petit peu qu'il y ait qui est le terme Amérique, alors que c'est une histoire des États-Unis que je fais fondamentalement, et on m'a dit là aussi c'est ce qui attirera l'œil. Donc voilà, il y a un petit peu de ça qui joue. Donc voilà, c'est une négociation. Et en même temps, oui. Non, donc les origines, et puis ce dernier livre, ça sur la naissance des États-Unis, j'imagine que c'est aussi ou c'est lié à ta réflexion. Alors
C'est l'éditeur qui a dit on va l'intituler comme ça. Est-ce que t'es d'accord? Ça a même été encore plus franc dans cette perspective. Alors j'aurais pu dire non ça me va pas du tout, etc. Et j'ai accepté le titre. Alors moi j'avais mis un point d'interrogation quand même. On dit non c'est plus accrocheur s'il y a pas le point d'interrogation. Mais je l'ai accepté parce que effectivement c'est derrière ça c'est une invitation à la déconstruction. Donc c'est pour ça que j'ai validé le titre sur 1619. C'est que pour moi il y a quelque chose d'un peu provoquant quelque part, parce que 1619 dans les imaginaires collectifs, c'est pas du tout associé, c'est pas 1776, c'est pas 1620 le Mayflower, donc on se dit ah tiens c'est bizarre, et ça intrigue et ça invite à la déconstruction. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est un peu ça qui est en jeu. Et donc origine de New York, effectivement c'était l'idée de jouer avec un rapport au récit des origines, un rapport des États-Unis. Alors en plus moi je ne fais pas de l'histoire politique pour le coup, donc et puis c'est pas une entité nationale, hein. New York c'est alors une entité urbaine, une entité d'État au sein de la République fédérale des États-Unis, mais il y avait quelque chose de culturel aussi là-dedans, parce que c'est un discours qui était mis en avant, une espèce d'identité culturelle qui était mise en avant au 19e siècle, dans ce moment où effectivement on a la construction de la nation états-unienne, et il y a certains moments qui sont érigés en récit des origines, et New York n'en fait pas partie. New York n'en fait pas partie à cause de ses origines néerlandaises, et donc il y a aussi tout cet aspect-là qui m'a intéressée donc dans la production de discours à ce sujet-là, et dans le rapport, là aussi c'est directement lié à la production, encore une fois, documentaire, et à la production d'archives, à l'édition d'archives, à la conservation des archives, parce qu'on voulait faire une élite patricienne, comme elle se désignait, new-yorkaise, voulait faire exister ce passé colonial et l'ériger en récit des origines, avec aussi une part d'idéalisation sur un mode un peu pastoral et très blanc, donc sur lequel on pourra revenir. Je complète du coup pour expliquer quel récit il s'agit de déconstruire. C'est ce qu'on appelle le mythe de la nation préexistante, qui est dû aux historiens libéraux de la fin du 19e siècle, dont le principal représentant est Bartolomé Mitre, qui est lui-même le premier président de la République après la réunification du pays en 1861. Et donc c'est une histoire qui présuppose que la nation argentine a toujours existé et qu'elle n'a fait que s'accomplir avec l'indépendance. Donc c'est déjà ça qu'il s'agissait de remettre en cause, c'est-à-dire d'expliquer que cette nation ne préexistait pas, que c'était une circonscription de l'Empire. Et d'autre part, il s'agissait également d'une histoire complètement centrée sur Buenos Aires, où Buenos Aires avait un rôle moteur en fait dans cette histoire, alors même que, comme je l'ai montré, les différentes cités ont largement participé à cette construction. Discours de Manuel Antonio de Castro devant le Congrès constituant argentin, session du 18 juillet 1826. On dit que les pueblos veulent la fédération et encore la fédération. Mais qu'est-ce que la fédération pour de malheureuses bourgades qui ne savent même pas définir les termes dans toute l'étendue de leur acception? Qu'est-ce que la fédération dans des localités où il existe à peine 4 personnes capables de comprendre l'organisation d'une telle forme de gouvernement? Qu'on demande donc au peuple de Misiones s'il sait ce que c'est que la fédération. Il n'y a qu'en délire que l'on peut envisager de fédérer une nation de 500 000 habitants, dont 450 000 sont des mendiants et des misérables qui ne possèdent presque rien. Et avec cette population minuscule, que dépasse chacune des républiques qui nous entourent, on formerait 18 États souverains? Chimère que tout cela. Alors, en lien avec cette question des origines, bien sûr, et puis en lien avec la question de l'histoire aussi, c'est évidemment comment dater le commencement, j'ai envie de dire. Et c'est une thématique qu'on retrouve dans vos 2 ouvrages, cette question de choisir une date clé, une date qui sera un moment fondateur. Toi, Virginie, justement, tu montres bien que 1619 peut apparaître comme la naissance, alors à la fois du système esclavagiste aux États-Unis, parce que c'est censé, alors évidemment, tu dis bien que c'est pas les premiers esclaves, mais c'est l'arrivée des premiers esclaves, en tout cas dans le récit des origines. Les documentés, on va dire. Voilà, des premiers esclaves, donc dans le territoire qui va devenir les États-Unis. Premiers esclaves donc noirs africains, et aussi que c'est aussi l'année du commencement du système représentatif démocratique
avec la création de cette chambre des bourgeois dans cette colonie anglaise. Donc c'est intéressant sur ces deux plans que ça peut être justement cette date fondatrice. Alors tu vas revenir là-dessus justement et comment évidemment tout choix de date implique justement un peu de tordre un peu l'histoire dans le sens qu'on veut. Mais j'ai trouvé une réflexion un peu similaire dans ton travail, Geneviève, où justement tu montres bien il y a plein d'étapes successives en fait qui amènent à l'indépendance. Donc c'est difficile de trouver une date qui serait qui pourrait justement marquer ce commencement. Enfin, tu le montres bien notamment dans le cas des invasions anglaises du Rio de la Plata. Si je me trompe pas, c'est 1806-1807 et c'est ces premières invasions anglaises qui vont permettre une espèce de communauté de défense locale à Buenos Aires. Qui montre que les villes aussi de l'intérieur sont aussi un peu concernées. Donc c'est quelques années plus tard finalement qu'il y a cette formation un peu de ces premières juntes et donc locales qui vont du fait de l'invasion napoléonienne en Espagne, en péninsule ibérique, qui vont déboucher ensuite sur ce processus d'indépendance. Mais tu montres bien en fait qu'il y a une continuité et donc que les invasions anglaises, on peut aussi l'intégrer dans ce phénomène d'indépendance. Donc voilà, je trouvais que c'était deux réflexions qui permettaient de voir comment on peut essayer de choisir, remonter. Je trouvais des dates qui sont assez proches dans le temps, mais en fait qui montrent une autre histoire de celle qui est traditionnellement décrite. Virginie, est-ce que tu peux revenir justement sur ce choix des dates et comment ça implique c'est une lecture différente de l'histoire? Alors oui, tout à fait, parce que ce qui est intéressant, c'est alors ce que tu disais sur 1619. Alors 1619 est surnommé la Red Letter Year en Virginie, donc l'année à marquer d'une pierre blanche, voilà, ce serait ça la traduction la plus fidèle. C'est pas 2 mois de mettre en parallèle ces deux moments-là, c'est quelque chose qui avait été beaucoup fait, qui a été notamment mis en avant par un historien dans les années 1970, Edmund Morgan, qui mettait en avant, c'est à la fois la naissance de la liberté et la servitude la même année, ce qui dit quelque chose sur toutes les contradictions internes, à ce qu'ont été les États-Unis, etc. Mais on est toujours dans une approche qui est extrêmement téléologique, et je trouve que c'est intéressant en soi, pas tant pour ce qui se passe en 1619 que pour les usages qu'on fait du passé. Voilà, c'est quelque chose qui relève de l'histoire, vraiment là de l'histoire publique et des usages publics de l'histoire, parce que 1619, les historiens hispanistes que vous êtes, je ne vous l'apprends pas, il y a eu des esclaves d'origine africaine qui ont été transportés aux Amériques bien avant 1619, et même en Amérique du Nord, parce que si on prend cette date de 1619, c'est la première vente documentée. Alors c'était même marrant la façon dont on a parlé, parce que tu rajoutais à chaque fois des précautions. Cette date ne fonctionne absolument pas si on la dit comme telle. Ça, c'est la première vente documentée de captifs africains en Virginie coloniale, qui deviendra 175 ans plus tard les États-Unis. Ça commence à poser beaucoup de problèmes cette date, parce que on sait qu'il y avait des formes d'esclavage qui ont préexisté l'arrivée des Africains. On sait aussi qu'il y avait des Africains asservis dans ce qui est devenu les États-Unis, puisque la Floride fait désormais partie des États-Unis, par exemple. Donc, en fait, la date, elle ne marche à aucun moment. Par contre, elle marche quand elle est mobilisée pour des enjeux mémoriels. Et c'est ça qui est intéressant. Et cet enjeu mémoriel, il a évolué au fil du temps. Même, c'est d'ailleurs pas la naissance du système plantationnaire non plus, puisque le système plantationnaire tel qu'il voit le jour en Virginie, tel qu'il se développe en Virginie, c'est plus tardif. Donc voilà, c'est ça que je trouvais intéressant aussi dans la déconstruction de cette date. Alors, dans un premier temps, elle a pu être utilisée comme un point de départ pour faire une histoire des origines de l'esclavage dans ce qui est devenu les États-Unis. Et c'est une date qui a été très rapidement marginalisée dans les récits historiographiques et dans l'historiographie. Parce que, déjà, certes, c'est la première vente documentée, mais la documentation est quand même assez minimale. Et par ailleurs, elle ne suffit pas à faire histoire complètement. Surtout à partir du moment ou à partir des années 1980, 90, 2000, avec un tournant d'histoire atlantique, puis globale, surtout une histoire qui essaye de se penser hors des frontières et de casser avec une tentation téléologique de l'historiographie. Dès lors qu'on sort d'un récit téléologique, cette date ne tient plus, donc en fait elle a été rapidement marginalisée par les historiennes et les historiens. Voilà. Mais elle ressurgit par en bas, plutôt par des acteurs de la société civile, des acteurs africains-américains de la société civile qui veulent faire exister un récit des origines. Et donc ça, c'est intéressant, c'est de voir de quel sens on charge le récit des origines. Tout à l'heure, on parlait d'un récit des origines qui serait officiel, et là, il y a la volonté de faire exister un autre récit des origines, celui d'une catégorie minorisée à qui on a beaucoup dit qu'elle n'avait pas d'histoire, ou qu'elle n'avait pas de place dans l'origine de la nation. Et donc c'est une façon de le faire exister, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant sur l'idée d'un passé utile, en fait, avec 1619.
Merci. Et toi, Geneviève, donc ce rapport avec les dates et... Alors, dans la grande foire des dates, bon, il y en a quelques-unes qu'il faut en effet rappeler, parce que tout dépend du phénomène dont on cherche l'origine. Là, t'as parlé de l'indépendance, mais même cette indépendance, elle est à questionner. Alors, une date qui est importante, c'est 1776, la création de la vice-royauté du Rio de la Plata, parce qu'en réalité, c'est ça l'échelle de, comment dire, à laquelle se situe le processus ensuite qui va se déclencher à partir de 1808. La vice-royauté du Rio de la Plata, c'est un morceau d'Amérique qu'on détache en partie du Pérou et qui traduit sur le plan politique le grand basculement des économies vers la façade atlantique. Donc c'est très important et c'est un territoire qui est énorme puisqu'il intègre ce qui est aujourd'hui la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay en plus de l'Argentine actuelle. Donc ça c'est important de le rappeler et de fait le manuscrit originel qui a donné naissance au livre a pour première date 1776. Ensuite, effectivement la séquence que tu as rappelée des invasions anglaises est très importante. Pourquoi ? Parce qu'au fond, toute cette période de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle est une période de rivalité interimpériale extrêmement forte. Et dans le cadre de ces rivalités interimpériales, il y a effectivement quelques tentatives, alors venant d'intérêts privés, pas des tentatives officielles, mais de sujets britanniques pour s'emparer, peut-être pas territorialement, mais pour en tout cas chercher de nouveaux marchés dans cette Amérique espagnole. Donc il y a l'expédition ratée de Miranda en 1806 sur la côte du Venezuela, et la même année, d'ailleurs ils sont amis, c'est pas un hasard, il y a l'expédition de Sir Home Popham, qui est absolument géniale, puisque le type commence par partir au Cap, c'est au Cap qui recrute l'armée, la troupe qui va nourrir son expédition. Il met le cap sur le Rio de la Plata, débarque à Buenos Aires, à Montevideo puis à Buenos Aires, etc., etc. Première défaite, parce que effectivement la population s'arme, la population masculine de Buenos Aires est engagée massivement dans les milices et donc parvient à refouler cette invasion. Et c'est extrêmement important parce que c'est la première fois, en réalité, qu'une ville de l'Empire se défend elle-même. Enfin, c'est comme ça que c'est vécu, mais de fait, ça correspond à la réalité. Et du coup, là, le gouvernement anglais avalise, renvoie une seconde expédition l'année suivante, qui là aussi est vaincue, parce qu'entre-temps, la ville s'est vraiment militarisée totalement. Et c'est extrêmement important, parce que c'est grâce à ça que Buenos Aires dispose désormais d'une force militaire qui va lui permettre ensuite d'imposer sa solution politique. Mais c'est d'ailleurs un Français, je crois, qui dirige cette résistance, ça qui est Exactement. marrant. Celui qui dirige la première résistance armée s'appelle Jacques de Liniers. C'est un Français, enfin, il est né en France. Et qui va devenir vice-roi. Et qui devient vice-roi, parce que le vice-roi de l'époque s'est enfui. On pourrait passer toute l'émission sur cette histoire, donc je vais la faire brève. Le vice-roi de l'époque s'est enfui pour chercher en fait des renforts dans l'intérieur précisément, mais Jacques de Liniers est élu vice-roi à sa place. Et ça aussi c'est complètement inédit, une solution politique imposée par les forces locales, pas du tout avec l'aval de la couronne, qui ensuite avalise parce qu'effectivement il y a eu cette victoire. Donc en fait ce qui est important de souligner ici, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la date de 1810 qui dans les mémoires reste le début de l'indépendance. Mais en réalité, il y a eu un premier déplacement historiographique avec tout l'apport de François-Xavier Guéra et de notre génération, qui est remonté à 1808, qui est la crise de la monarchie espagnole, avec l'invasion napoléonienne en Espagne et tout ça. Et là, on remonte encore de 2 ans. Je suis pas celle qui a dit ça, Marcela Ternavasio a un très très beau travail là-dessus, mais en gros, il existe donc une séquence chronologique assez large, assez riche, assez dense, où finalement le scénario des années 1806-1807 se répète de 1808 à 1810. Donc en fait, il y a une série comme ça d'ébranlements successifs de l'autorité qui peut expliquer pourquoi ensuite le Rio de la Plata est une région très précoce en fait avec le Venezuela dans l'avènement des idées révolutionnaires. Voilà, ça c'est la date de départ. Après, il y a toutes les autres, mais je voudrais juste dire un tout petit mot de l'année 1820, parce que l'année 1820 est traditionnellement présentée comme l'année de l'anarchie, l'année où tout s'écroule, l'année où rien ne va plus, alors qu'en réalité, pour moi, c'est le point de départ d'une autre construction politique. Le document a fini par être signé, mais il est demeuré inachevé. Il a été entaché par le péché originel de cette nation, l'esclavage, une question qui a divisé les colonies et a conduit la Convention à une impasse, jusqu'à ce que les pères fondateurs choisissent d'autoriser la poursuite du commerce des esclaves pendant 20 ans de plus, et laisse la résolution finale de la question aux générations futures. Bien entendu, la réponse à la question de l'esclavage était déjà inscrite dans notre Constitution.
Et pourtant, les mots sur un parchemin ne seront pas suffisants pour délivrer les esclaves de leur asservissement, ni pour assurer aux hommes et aux femmes de toutes couleurs et de toutes croyances leurs pleins droits et leurs pleines obligations en tant que citoyens des États-Unis. Il faudra des générations successives d'Américains qui seront prêts à s'engager pour réduire le fossé entre la promesse portée par nos idéaux et la réalité de leur temps. Discours de Barack Obama du 18 mars 2008. Oui, donc ça me permet de continuer. Donc évidemment, c'est cette question aussi des usages du passé, de l'interprétation un peu de ce récit des origines. Parce que toi, Virginie, dans ton livre, donc il y a la moitié en fait qui est focalisée sur 1619 et l'autre moitié qui est vraiment sur ces usages du passé et notamment très actuels, très contemporains, notamment avec les mouvements de Black Lives Matter et toutes ces récentes mobilisations depuis notamment la mort de George Floyd. Voilà comment en fait ce passé afro-américain est mobilisé à des fins de visibilisation, de défense de droits donc aux États-Unis. Et cette question, du regard posé en histoire, alors en Argentine, c'est, t'en as parlé un peu Geneviève, c'est tout au long du 19e siècle aussi cette historiographie qui va continuer au 20e siècle, mais d'analyse des débuts de la nation argentine. Et à ce niveau-là, j'aimerais que tu reviennes alors sur une question qui est très complexe. Même moi, ça a été un casse-tête au départ quand je me suis intéressé à l'histoire argentine. Pour aparté, dans ma thèse, je m'intéresse à l'après, le tournant du XXe siècle. Donc l'Argentine est déjà constituée. C'est pas du tout cette période-là que tu travailles. Mais moi, toute cette question des rivalités entre unitaires et fédéralistes, pour moi, c'était un casse-tête énorme. Au départ, je m'étais dit, oui, alors les unitaires, c'est Buenos Aires parce qu'ils veulent avoir l'unité du pays, et les fédéralistes, c'est provinces intérieures. En fait, non, je me rends compte qu'il y a des unitaires et des fédéralistes partout. Donc, est-ce que tu peux aussi brièvement nous aider à y voir plus clair, parce que c'est aussi quelque chose qui, bien sûr, dans l'historiographie a été très importante, et notamment sur la figure des caudillos, qui sont ces chefs militaires charismatiques, qui a aussi été très importante dans l'historiographie. Je pense au Facundo de Sarmiento, qui est un peu aussi un ouvrage fondateur de l'unité nationale argentine et qui délégitime ces chefs politiques de l'intérieur. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, ça a été la clé d'explication de toute cette période. Alors, pour le dire vraiment très simplement, comme il n'y avait pas de nation constituée avant 1853, il était extrêmement difficile de caractériser cette période. Donc, les historiens parlaient d'anarchie, d'anomie, etc., reprenant par là même un discours des contemporains déjà. Parce qu'effectivement, si on ne voit l'ordre qu'à travers l'existence d'un État-nation constitué, là, il n'y avait pas d'État-nation, donc il n'y avait pas d'ordre. On en a attribué la cause à ces fameux conflits entre unitaires et fédéraux ou fédéralistes, et c'est un peu là aussi la clé qui ouvre toutes les serrures. En réalité, de quoi s'agit-il, de mon point de vue? De deux cultures politiques. Ce qui explique qu'il y en ait partout, c'est-à-dire que ça ne soit pas l'apanage d'un territoire ou d'un autre, avec des options qui peuvent être d'ailleurs très différentes, c'est-à-dire qu'il y a autant de façons d'être unitaire qu'il y a d'unitaires pratiquement. En revanche, les fédéralistes sont un petit peu plus cohérents. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Enfin, en quoi elles se distinguent? Et les unitaires sont plus... Alors, je vais employer des gros mots, mais c'est pour qu'on se comprenne, ils sont dans une vision plus moderne de la nation, c'est-à-dire ils voient une nation constituée d'individus et effectivement une nation centralisée autour d'un pouvoir, plus ou moins. Donc, c'est pour ça qu'ils s'appellent les unitaires. Ce pouvoir, pourquoi pas Buenos Aires? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'unitaires à Buenos Aires, mais il y a aussi des fédéralistes à Buenos Aires. Alors, les unitaires situent le lieu de la souveraineté dans cette fameuse nation composée d'individus, alors que les fédéralistes situent la souveraineté à l'échelle des provinces, des différents pueblos. D'ailleurs, ils disent même pas province, ils disent plutôt pueblos. Et c'est aussi une culture politique qui est beaucoup plus marquée par la vision traditionnelle du droit, du pouvoir juridictionnel, etc. C'est une culture politique, en fait, qui a beaucoup plus à voir avec le droit naturel que les autres. Donc, souveraineté des pueblos d'un côté, souveraineté de la nation ou du peuple composé d'individus de l'autre. C'est ça qui les oppose. Donc, dans chacune des provinces, dans les 2 décennies que j'étudie, il y a des factions unitaires et fédéralistes qui se disputent. Alors, il y a des moments, et ça a été merveilleusement illustré par le travail cartographique de Jacques Hénaudot, qui malheureusement ne se retrouve pas dans le livre, sous la forme de schémas.
il y a des moments où effectivement certaines provinces sont gouvernées par des unitaires et d'autres par des fédéralistes, et c'est ce qui explique tout le cycle des guerres civiles des années 1826-1831, et en particulier le phénomène des ligues. Et la figure de Facundo s'inscrit complètement là-dedans. Alors, les caudillos, c'est absolument pas propre évidemment à l'espace argentin. L'historiographie a très très bien expliqué qu'il s'agissait en réalité de personnages qui étaient détenteurs de l'autorité publique à ce moment-là et qui en fait articulaient les communautés de citoyens avec le nouveau pouvoir, en fait qui mettaient en forme littéralement le pouvoir, que donc fallait pas y voir juste une bande de sauvages, mais bien au contraire, en fait des gouverneurs, hein, ce sont tous des gouverneurs, d'ailleurs moi-même c'est un terme que je n'emploie pas tellement, précisément pour ne pas tomber dans ce discrédit permanent. Et c'est une figure qui a été littéralement diabolisée à l'époque par les unitaires et ensuite, d'un point de vue littéraire, effectivement dans l'œuvre de Sarmiento, mais parce qu'il était à l'époque exilé au Chili et que c'était une arme de combat contre Rosas, son livre Facundo, Civilisation et barbarie. Donc effectivement, Rosas qui était le gouverneur de Buenos Aires, mais fédéraliste. Alors, tu veux vraiment lancer là-dessus? Là aussi, je vais essayer d'être bref, donc forcément très schématique. Rosas a une utilisation extrêmement perverse, il faut le dire, du fédéralisme, c'est-à-dire se fait passer pour le champion de la cause fédérale, proscrit complètement les unitaires, alors qu'en réalité, il pratique une version du fédéralisme qui donne la part belle à Buenos Aires et à la centralisation du pouvoir. Donc en réalité, c'est un unitaire qui ne s'avoue pas, c'est un ennemi des constitutions, il dit que ça sert à rien, qu'en fait il faut discuter entre gens de bonne compagnie pour s'entendre, les constitutions ne servent à rien. Il dit que les assemblées constituantes ou autres congrès ne servent à rien non plus parce que c'est plein de gens qui ne sont pas d'accord, qui se disputent. Et donc il impose une version complètement unanimiste de la politique. Ça, Virginie, pour changer de contexte, du coup, comment est-ce que tu peux revenir, je pense, sur ces événements récents et justement sur comment est-ce que 1619, dans le cadre des mobilisations donc de ces dernières années, a été mobilisé par les militants notamment. Oui, alors 1619, donc comme je le disais, c'est une date qui a été assez largement marginalisée dans l'historiographie. Par contre, effectivement, au niveau local, au niveau de terrain, il y a un certain nombre d'associations qui voulaient mettre en évidence l'importance de commémorer 1619 pour les Africains américains, notamment d'abord en Virginie. Hein, je dis au départ, c'est des acteurs locaux, hein, parce que c'est notamment des associations qui sont cises en Virginie, vers là où auraient débarqué donc, ces fameux captifs. Elle prend de l'ampleur dans les années 2010. Hein, il y a d'abord des panneaux qui sont érigés d'abord à Jamestown, puis déplacés en Virginie. Et surtout, c'est à l'approche de 2019, la volonté de faire une commémoration nationale. Et cette volonté-là, elle est portée au Congrès des États-Unis et elle est validée par le Congrès des États-Unis. Donc, elle est négociée à partir de 2015-2017, validée en 2018 par le Congrès. Et donc, un comité est mis en place pour célébrer, pas célébrer, mais commémorer véritablement, parce que là, il s'agit de commémoration, pas de célébration. Et c'est vrai qu'il y a eu un débat là-dessus, parce qu'il faut bien avoir en tête ce qu'est la Virginie. C'est-à-dire que, par exemple, en 1919, il n'était pas du tout question de commémorer l'arrivée des premiers Africains en Virginie. En 1919, la Virginie était ségrégée. Donc voilà, la question a été de nouveau soulevée en 1969, donc quelques années après le Civil Rights Act, et notamment un élu africain-américain de Virginie avait refusé toute forme de commémoration parce qu'il y voyait une forme de célébration. Non, on va pas célébrer l'esclavage, en fait. C'est pas quelque chose qui est tenable. Par contre, dans les décennies qui suivent, c'est un nouveau régime mémoriel qu'on voit s'affirmer, quelque chose qui a été beaucoup discuté par l'historiographie, alors une historiographie notamment française, je pense notamment aux travaux d'Henri Rousseau sur les mondialisations des mémoires et des choses comme ça. Donc c'est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on travaille sur les mondialisations des mémoires, c'est plutôt côté européen et asiatique, mais pas forcément l'Amérique dans la réflexion, mais qui peut être incluse là-dedans en fait. Et il y a toute une réflexion sur le fait que la commémoration n'est pas forcément célébratoire, elle peut être réparatoire. Et donc ce comité est créé en 2018 et validé en 2018 par le Congrès, mais je pense qu'on peut le connecter aussi directement à ce qui se joue en Virginie à peu près au même moment, dans les années qui précèdent aussi la volonté de déconfédérer l'espace public. Parce qu'on a tous en tête ce qui s'est passé à Charlottesville en 2017, à l'été 2017,
au moment du déboulonnage de la statue du général Robert E. Lee, et une décision qui avait été prise en conseil municipal après une pétition populaire, une décision absolument démocratiquement validée, qui a fait l'objet donc d'une manifestation d'extrême droite suprémaciste et néo-nazie, qui a conduit donc à un attentat à la voiture bélier qui a fait des morts. Et en même temps, en fait, cette volonté de déconfédérer l'espace public, elle va de pair avec la volonté de faire exister un autre discours dans l'espace public qui soit un peu plus à parts égales en quelque sorte. Et donc typiquement, la volonté de créer un lieu de mémoire en Virginie sur les captifs de 1619, elle se fait dans un endroit, Fort Monroe, qui était déjà un lieu mémorialisé, c'était le Jefferson Davis Memorial Park. Donc Jefferson Davis était président de la Confédération. Donc en 2017, déjà, il y a toute une démarche pour renommer le parc, pour retirer Jefferson Davis et mettre un panneau explicatif sur qui était Jefferson Davis, c'est ce qu'était la Confédération. Et ensuite, de créer ce lieu de mémoire. En parallèle de ça, donc ça, c'est le côté un peu politique, publique, citoyenne, etc. En parallèle de ça, dans le New York Times, début 2019, une journaliste, Nicole Hannah-Jones, propose en conférence de rédaction de faire un numéro spécial du New York Times Magazine qui serait consacré à 1619, donc qui s'appelle le 1619 Project, qui paraît en août 2019. Le 1619 Project, c'est un magazine qui fait intervenir des historiens, des chercheurs en sciences sociales, des poètes, des photographes. C'est vraiment une entreprise qui se veut polyphonique pour parler, pas tant de 1619 finalement, mais du racisme systémique aux États-Unis. Et donc mettre en avant que ce racisme systémique, il est inscrit dans une longue durée, il est inscrit dans 400 ans d'histoire partagée entre les Africains américains et les Blancs aux États-Unis. Il y a quelque chose comme ça qui est mis en avant dans ce numéro, qui rencontre un succès phénoménal, qui est aussi critiqué, parce qu'il y a un certain nombre de raccourcis. Nicole Hannah-Jones, dans son essai introductif, parle de 1619 comme, en quelque sorte, si je schématise, la vraie naissance des États-Unis, alors qu'il n'y a pas d'États-Unis à cette date-là par ailleurs, mais tout en disant, en 1776, l'indépendance a été votée par des représentants des colonies du Sud parce qu'ils voulaient protéger l'institution esclavagiste, parce que l'Angleterre allait abolir l'esclavage, quelque chose comme ça, si je schématise. Et de toute façon, l'affirmation est elle-même très contestable, très contestée, et suscite très rapidement une petite levée de bouclier parmi certains historiens. Elle a aussi tout un passage où elle explique qu'Abraham Lincoln était farouchement raciste, enfin bref. Et donc ce numéro, en même temps qu'il a du succès, il est déjà un petit peu critiqué par un certain nombre d'historiens. Alors, la majorité des historiens et des historiennes peuvent être critiques à l'égard de certaines des affirmations du numéro, mais restent prudents dans leur critique. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur la place de l'historien ou de l'historienne dans la cité, d'ailleurs. D'autres sont plus vocaux sur leurs critiques et les font paraître dans le New York Times notamment, mais dans d'autres publications. Et rapidement aussi, c'est la classe politique qui s'empare des critiques. Et cette classe politique, c'est plutôt la frange d'extrême droite et la frange trumpiste de la classe politique qui s'empare des critiques du 1619 Project, en convoquant justement les critiques d'historiens. Donc c'est pour ça que beaucoup étaient restés prudents dans leurs critiques parce qu'ils voulaient pas être récupérés de cette manière-là. Et effectivement, 1 an plus tard, George Floyd est assassiné, il y a une résurgence du mouvement Black Lives Matter, et on voit, alors c'est pas dominant, mais on voit des convocations de 1619 dans certaines des manifestations. On voit certains critiques du mouvement Black Lives Matter qui utilisent 1619, notamment dans une tribune pour le sémillant New York Post, qui n'est pas le journal le plus sérieux du paysage éditorial états-unien, qui parle des 1619 riots. Et donc Nicole Hannah-Jones répond en disant c'est un honneur, merci. Donc voilà, il y a un peu une bataille rangée qui peut se greffer sur autre chose qu'on appelle les guerres culturelles en fait finalement. Et les guerres culturelles se cristallisent en partie autour de 1619. C'est pas du tout le seul objet, mais ça en fait partie en fait d'utiliser 1619 comme symbole en fait d'une évolution de la prise en charge du passé, de la prise en charge de la mémoire, de la prise en charge de l'histoire aussi, parce que ce qu'il y a, c'est que 1619 aussi, le 1619 Project, fort de son succès, Nicole Hannah-Jones propose de mettre en place des outils pédagogiques à destination des écoles primaires jusqu'au lycée, et donc la levée de bouclier de l'extrême droite MAGA, en quelque sorte, reproche un danger d'endoctrinement des enfants, quelque chose comme ça. Donc il y a tout ce discours qui est mobilisé à ce moment-là, donc en fait avec la polarisation vraiment du débat public.
L'épisode est presque terminé, mais avant de nous quitter, on voudrait que vous nous recommandiez un ouvrage, une musique, un film ou une série qui soit en lien plus ou moins étroit avec votre sujet de recherche. Parce que l'idée, c'est que les auditrices et auditeurs puissent approfondir un petit peu le sujet, prolonger l'écoute de l'épisode, mais sous d'autres supports. Alors moi, c'est pas des références argentines. Je voulais d'abord parler d'un film qui a été extrêmement important pour mon travail. C'est des références datées, je suis désolée, mais j'ai l'âge que j'ai. Donc ce film, c'est un film de Joe Dante qui est sorti en 1997 et qui s'appelle The Second Civil War, qui raconte, qui est une sorte de dystopie, mais très très amusante, où en fait, un des gouverneurs d'un État central des États-Unis, je me souviens plus lequel, n'est pas d'accord avec la politique d'immigration du président actuel et donc décide de faire que son État va faire sécession. Et ça convoque en fait tout un imaginaire des fermiers qui se massent aux frontières pour défendre leur souveraineté et empêcher que les autres arrivent, etc. Et donc, de fil en aiguille, parce que c'est une comédie, toutes les communautés prétendent devenir indépendantes par rapport aux autres. Et donc c'est cet effet dont je parlais tout à l'heure de la série de sucre là, qui s'écroule, ou je sais pas moi, du Lego qui s'effondre, bref. C'est quelque chose qui était complètement en résonance avec ce que je travaillais à l'époque et que je recommande vivement parce qu'il est extrêmement drôle et il met l'accent sur quelque chose dont on parle finalement assez peu, c'est-à-dire que ces fameuses unions créées à la fin du XVIIIe au XIXe, elles sont aussi susceptibles à tout moment de se désunir. Voilà. Je suis toujours dans ma métaphore de l'union, des peuples en mal d'union. Et les références littéraires, je voudrais en citer deux qui ont pour caractéristique commune de se situer dans une petite communauté villageoise. La première, c'est Chronique d'une mort annoncée de Gabriel García Márquez, pour son extraordinaire peinture des relations interpersonnelles dans une petite communauté, voilà, de la côte colombienne, du poids des réputations, des liens familiaux, des liens interpersonnels, des rumeurs, et puis le côté enquête, puisque est-ce que c'est Santiago Nazar ou pas qui a attenté à la vertu de la belle Angela. Et l'autre, c'est toute la série des ouvrages d'Andrea Camilleri, qui est un écrivain sicilien, qui, dans la dernière partie de sa vie, en fait, a fait toute une série de romans sur l'irruption de la modernité dans une petite ville rebaptisée Vigata, en Sicile, qui met aux prises précisément la confrontation entre des éléments de la modernité, qu'elles soient techniques, politiques ou culturelles, avec la société traditionnelle. Et là aussi, c'est toujours extrêmement drôle, et on est dans le même univers d'une société d'interconnaissance qui a beaucoup nourri mon imaginaire aussi au moment où je travaillais sur mes petites cités. Voilà. Merci. Et toi, Virginie Alors, moi, du coup, c'est les États-Unis, donc tout de suite, on tombe dans les super productions. La première référence, parce que je ne peux pas ne pas la faire, parce que je pense que je dois le citer à chacun de mes cours, en attendant désespérément que mes étudiants le citent de temps en temps, alors que c'est Hamilton, voilà. La comédie musicale Hamilton, qui est de Lin-Manuel Miranda, qui joue avec les récits des origines. C'est pour ça que je parle de ça. C'est une comédie musicale qui est consacrée à un des pères fondateurs, avec beaucoup de guillemets, un des pères fondateurs des États-Unis, donc Alexander Hamilton, qui était premier ministre du budget, qui est mort en duel, enfin bref, et qui est à l'origine du camp fédéraliste aux États-Unis. Et donc la comédie musicale, elle est intéressante parce qu'en fait, Lin-Manuel Miranda l'a écrite après avoir lu la biographie écrite sur Hamilton par Ron Chernow, à l'époque où dans le paysage éditorial états-unien, il y avait tout ce courant qu'on appelait Founders Chic, en fait, où on publiait des biographies de grands hommes, donc qui n'est pas le courant le plus stimulant intellectuellement d'une certaine manière, mais qui visiblement avait un écho dans l'espace public, et donc Lin-Manuel Miranda en a fait une comédie musicale où son casting est intégralement composé de personnes qui sont minorisées, racisées, et donc avec une espèce de pied de nez de la part de cet auteur de comédie musicale, de faire une comédie musicale en hip-hop pour parler du passé colonial des États-Unis, et où il avait présenté d'ailleurs cette comédie musicale lors d'un Poetry Night à la Maison Blanche en 2009, où il explique au couple Obama, pour moi, Alexander Hamilton, c'est l'incarnation du hip-hop. Très surprenant comme déclaration. Les Obama sont morts de rire, et puis il fait la première chanson qu'il a écrite. À la fin, il a une standing ovation parce que bon, c'est très très bien écrit, mais il y a vraiment tout un dialogue entre une version très contemporaine du passé et le passé tel qu'il a pu être documenté par les historiennes et les historiens, et une façon de se réapproprier
pour une personne issue de l'immigration, alors lui en l'occurrence portoricaine, de se réapproprier un récit national, un roman national. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant là-dedans, donc je trouve que c'est toujours sympa de regarder Hamilton. Et puis peut-être une autre référence, alors cette fois-ci c'est une série télé, c'est Roots, donc Roots qui était une série télé des années 1970 qui parle donc de l'esclavage aux États-Unis et qui décrit la trajectoire notamment de Kunta Kinte qui a été capturé en Sénégambie et puis qui a été transporté de force dans le sud des États-Unis, etc. Et enfin dans le sud c'est encore la période coloniale, mais ce qui est intéressant c'est que cette série qui a fait grand bruit au moment de sa première diffusion dans les années 70, elle a fait l'objet d'un remake, là aussi il y a quelques années seulement. Et pareil, je trouve que sur l'évolution de la prise en charge de la mémoire de l'esclavage, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la façon de revisiter ça. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Nous, on va se quitter. Donc, merci beaucoup de Virginie et Geneviève d'avoir participé au podcast La Panaméricaine. Je vais terminer. Geneviève, est-ce que tu sais de quelle couleur est le logo de la Panaméricaine ? Vert. Vert d'eau.